Voilà encore un autre acte du gouvernement Biya. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'applaudir un jeune monsieur, Mathurin Kamdem, qui est l'initiateur, qui est l'acteur principal de ce grand mal, qui peut aujourd'hui au moins permettre à certains Camerounais d'apprendre à aller marcher sur les escalators, même s'ils se font railler. Mais derrière les derniers honneurs que vous avez pu voir, c'est une souffrance, un parcours de combattants sur une route jonchée d'obstacles, un véritable enfer pour qu'il puisse réaliser ce projet dans son pays. Mathurin Kamdem, comme vous le voyez, avant d'arriver au Grand Mall, avait voulu installer une ville à Yaoundé. Pas à Yaoundé, mais dans une banlieue. Non loin de soi, là où on appelle Ebede. Et il était dans ce projet il y a de cela 9 ans. Avec le grand journaliste Alain Foucault. Je commence par cette histoire pour vous montrer que le Grand Mall devait exister au Cameroun. Et plus particulièrement à Yaoundé, chez les autochtones et Wondo, depuis 9 ans. Mais que ce sont les bêtis eux-mêmes qui ont chassé cet investisseur en disant on ne veut pas les Bamileke. Le Grand Mall que vous voyez n'était pas un simple supermarché. C'était ce qu'on peut appeler une ville nouvelle. Ce projet qui avait été fait sur 15, qui avait un budget de 400 milliards. Je vous fais comprendre que le Grand Mall que vous voyez là, c'est pour l'instant, c'est 35 millions de dollars sur un budget de 250 millions de dollars. Mais là, la ville qui avait été choisie à l'époque, c'était Ebede. Non loin de soi, comme je vous le dis. Non lieu de Fandena non plus. C'est donc là où Mathurin Kamdem va monter un projet avec Alain Foucault où ils se disent que nous pouvons lever les fonds à l'étranger et aller avec ça dans notre pays. Lui, en tant que directeur de Kraft, il s'est dit, il peut avoir des associés. Ils vont donc voir des associés. Ces associés sont, entre autres, au Cameroun, le Crédit Foncier. Crédit Foncier, à l'époque, le directeur, c'était Camille Ekindi. Et la deuxième, et bien sûr, il y avait des banques comme la BDAC qui motivaient et qui accompagnaient ce projet. En France, ils avaient réussi à obtenir le soutien de la COFES. La COFES, ça c'est dans les assurances. Parce que la COFES veut dire la compagnie française des assurances pour le commerce extérieur. C'est une entreprise qui existe depuis 1946 et qui a d'ailleurs été privatisée en 1994 et qui a au moins 50 000 clients et plus de 4 500 collaborateurs. Ils soumettent à cette entreprise ce projet d'une nouvelle ville pour désencombrer Yaoundé. Et cette nouvelle ville devait avoir 15 000 logements. Sur les 15 000 logements, ça permettait aux Camerounais, et particulièrement à la diaspora, de pouvoir les acquérir, c'est-à-dire d'obtenir des crédits, pas à 12%, comme le proposait le marché, mais à 6%. COFES accepte d'accompagner ce projet. Ils vont aussi voir Shelter Afrique,
qui est basée au Kenya, qui est la seule entreprise panafricaine qui est installée d'ailleurs dans 44 États qui accompagnent les projets sur le plan immobilier, donc la construction, que ce soit commerciale ou résidentielle. Schneider Afrique donne le OK, valide le projet et dit, nous sommes prêts à mettre les fonds. De l'autre côté, il contacte aussi Actis. Actis que vous voyez actuellement, qui est justement avec Mathurin Camden. Pour que Actis, c'est un fonds britannique qui d'ailleurs a des actifs, qui est même actionnaire majoritaire dans Eneo, hein, et qui a des actifs de 6,7 milliards. Donc ce n'est pas une petite affaire. Ils disent, nous sommes prêts à vous accompagner dans ce projet. Ils arrivent tous au Cameroun. On signe avec les partis, donc le Crédit Foncier signe, le ministère des Finances signe, et il fallait un terrain avant qu'ils ne signent. Et c'est ce terrain donc, c'est à EBD. Pour aller à EBD, ils vont prendre un gars qui représentait le conglomérat ou bien le collectif foncier du village. Et dans ce collectif, c'est lui qui va négocier avec les villageois pour les dédommager. Les villageois sont bien d'accord. Et dans l'affaire également, quand ça commence à faire des bruits, il y a l'office du général Semenge, qui est bel et bien là, un petit, qui dit, voici ce qui se passe. Et il y a le commandant EBD, qui d'ailleurs était le pilote de Paul Biya. Alain Foucault et Mathurin Camden sortent l'argent de leur poche avant que les banques ne viennent financer. Parce qu'il fallait d'abord négocier le problème foncier. Parce que les banques ne peuvent pas aller s'il n'y a pas s'il y a un litige foncier. Ils prennent de l'argent, ils donnent aux villageois. Les villageois déchargent. Ils vont chez les notaires. Ils déchargent. Ils boivent du bon vin, ils dansent, ça marche bien. Au moment où les Blancs arrivent au Cameroun, boum! Tout le gouvernement est debout. Où est notre part? Jusqu'au Premier ministre, nous voulons chacun que nous ayons aussi notre part. Voilà donc comment est-ce que l'affaire commence à chavirer. Les investisseurs entrent. Mais néanmoins, ils débloquent une première partie parce que pour voir si le projet pouvait avancer, parce que le gouvernement avait dit non, non, tout sera signé et tout ça. Et non. Alors Foucault et Mathurin Camden avaient même réussi à bitumer la route jusqu'à EBD. Et ils avaient réussi à verser, aller avec des poteaux électriques jusque là-bas, installer Internet et tout le reste. C'est là où ils découvrent que le projet est bloqué par le ministre, le grand professeur Jacques Famandongo. Jacques Famandongo active. Mais ben non, pour dire, les Bamileke sont en train d'aller arracher les terres aux petits. Donc, il faut tout bloquer. Voilà comment est-ce que, lorsque les Européens reviennent pour engager, tout le matériel était versé là, les Européens disent, nous, on ne peut pas nous engager à mettre 400 milliards dans une histoire où on n'aura pas le moindre centime, où il y a des problèmes financiers, où on ne sait pas là où ça va. On ne peut pas bâtir sur un terrain comme ça. Voilà comment est-ce que Mathurin Camden rentre en
avec Alain Foucault. Ils ont perdu leur argent. Jusqu'à présent, Famara Ndongo avait menti aux villageois avec d'autres membres du gouvernement que cette erreur-là, qu'il y avait les Sud-Africains qui voulaient prendre ça à 10 fois plus cher. Il n'y a jamais eu un seul Sud-Africain. Un gars s'est mis à pleurer, à supplier. Mais au moment où il vient supplier, les investisseurs sont déjà partis. Voilà donc comment est-ce qu'un bêtis fait du mal au bêtis. Avec la sorcellerie, que les Bamilés, vous avez vu où? Dans un pays où quelqu'un a porté l'immeuble parce qu'il est Bamilé, il part avec ça à l'ouest. Quand il construit ces maisons-là, c'est les gens de Béké qui allaient profiter. Et vous savez ce qu'il devait avoir? Il devait avoir non seulement le grand mal, il devait avoir des cliniques, il devait avoir des complexes et tout et tout. C'était une ville hyper moderne, avec eau et électricité. Famara Ndongo et les sorciers Kambeti se sont réunis pour dire on ne veut pas que nos frères profitent de ceci. Ils ont monté des gars pour combattre Mathurin Kandem. Mathurin Kandem arrive, range, il va d'ailleurs perdre tous ses contrats. Tout comme Alain Foucault, ils ne sont plus crédibles. Mais néanmoins, il réussit à renouer d'autres contrats. Biya arrive en France. Il est à l'hôtel Méris. Mathurin Kandem demande une audience. Il arrive là-bas. Je vous dis d'abord que pour cette histoire de BD, parce que ça devait s'appeler BD City. Paul Biya, entre-temps, on lui avait fait faire un discours pour parler de la diaspora qui réussit. La diaspora qui apporte des grands projets. Donc, il avait fait un discours comme ça. Et il pensait à ces grandes réalisations qui n'ont jamais eu lieu. Il vient à l'hôtel Méris avec des partenaires. Comme je vous ai dit, ce n'est pas n'importe qui comme partenaire. Il soumet maintenant à Paul Biya un projet. Il y a de cela 8 ans. Il lui dit, voici mes partenaires. Nous voulons maintenant construire un aéroport international vers Limbe. Parce que l'aéroport de Douala est déjà désuet. Et aucune ville au monde, on ne peut avoir l'aéroport dans une capitale économique. En plein cœur, c'est l'aéroport de Douala est en pleine ville. Donc c'est désuet et ne répond pas aux critères internationaux. Paul Biya écoute, les félicite, il dit ok, j'accepte. Venez donc avec le projet. Mathurin Kandem part encore avec des Européens. Ils arrivent au Cameroun. Ils disent qu'ils veulent faire l'aéroport. Les autochtones disent quoi? On ne peut pas. Dès qu'on a commencé la réalisation, ils sont tout bloqués. Tous les ministres étaient bien là. Ils disaient bien que nous voulons notre part. C'est comme ça que l'aéroport de Limbe a été bloqué. Les investisseurs ont dit, bon, c'est bon, on t'abandonne. Mathurin Kandem est revenu ici. Et c'est là où il se dit avec Alain Foucault, il faut qu'on ne loupe pas cette histoire d'un nouveau quartier et de Grand Mall. Et ils ont de la chance. Parce que Actis continue à lui faire confiance. Parce qu'il évolue dans d'autres pays. Et c'est comme ça donc que Actis dit, OK, nous sommes derrière pour le Grand Mall. C'est d'ailleurs pour ça que le Grand Mall a été prévu pour être bâti sur une superficie de 25 000 mètres carrés. Pour l'instant, pas seulement. Hein. Pour l'instant, le supermarché, c'est sur 18 000 mètres carrés. Mais là-dedans, ils arrivent. Il faut du terrain.
On commence à chercher le terrain. Les autochtones, voilà, disent que non, non, nous, on ne va pas lâcher. Ils sont donc obligés, ceux qui se disent autochtones, voilà. J'espère que Limelo n'était pas aussi là-bas, les grands autochtones. Quand il a l'accident même de moto, il demande aux chiens de venir l'aider, les autochtones. Bref, ils vont donc partir du côté de l'aéroport. Le côté de l'aéroport, parce que les terres appartiennent au bassin qui avait été repoussé par des Douala venant du Congo. Donc, ce terrain appartient au bassin. Il faut donc lever les fonds. Ils réussissent à lever les fonds sur le plan international. Et ils signent donc des contrats avec les bassins qui a été sur ce terrain pour 4 milliards de francs CFA. Et dans le contrat, il faut verser par, comme on peut dire, hein, par portion. Donc, premier versement, deuxième versement, et puis. Et c'est en ce temps que, bien sûr, quelqu'un qui est proche du gouvernement, un individu, se constitue comme étant un collaborateur. Il dit, mais c'est simple, moi, je vais aussi lever les fonds à l'extérieur et tout et tout. On attend, il n'est même pas venu avec un centime. Quand le contrat va donc démarrer, en 2017, puisque Mathurin Camden réussit donc à lever les fonds, vient donc verser, on enlève le soi-disant collaborateur là dans le projet, ce qui était tout à fait normal. Il voit comment est-ce que le projet doit démarrer. Et quand le projet doit démarrer, la réalité c'est quoi? C'est qu'ils vont signer des conventions avec le gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais garantit à Mathurin Camden Craft une exonération fiscale. Cette exonération fiscale qui voudrait dire que, bon, ok, tu ne vas rien payer parce que tu viens investir pour le pays, tu vas faire tout ce qu'il y a tout. Il arrive pour commencer les travaux. Bon, il est bloqué. Il est bloqué par qui? Par les ADC, les aéroports du Cameroun. Donc, le directeur des ADC du Cameroun, un certain Thomas Owona Assoumou. En Béti, on dit Assoumou, veut dire mauvais cœur. Assoumou va donc faire la soumou. Non, vous n'allez pas bâtir le grand mall. C'est notre terrain. Imaginez un Béti qui vient de bandiquer le terrain, que c'est son terrain. À Douala. Où est le titre foncier? Il n'a pas. Où sont même les papiers? Il n'a pas. Et pendant ce temps, avec ses collaborateurs, il y a les Libanais qui sont installés sur ce terrain. Et ils louent ce terrain aux Libanais et ils prennent de l'argent, ils mettent dans leur poche. Voilà le Cameroun. Ils bloquent donc le projet. Le gars ne sait plus quoi faire, Mathurin Camden. Parce que depuis le 2 décembre 2017, ils avaient déjà signé avec CFAO. Ils avaient déjà signé avec Actis, parce que CFAO, c'est le groupe franco-japonais qui d'ailleurs a loué, qui a aussi signé des conventions avec Carrefour pour occuper le supermarché pendant 15 ans. Les constructions sont bloquées. On va à la présidence de la République. La présidence à la République dit que, bon, de toutes les façons, depuis, on fait des lettres qui sont vides. Le directeur des ADC tend la main. Mettez aussi ma part. Tel là-bas tend la main. Mettez aussi ma part. Voilà donc comment Mathurin Camden se retrouve bloqué.
par une heureuse circonstance, il engage quand même des travaux parce que Actis est derrière. Et Actis étant un grand groupe, les membres du gouvernement tremblent un peu, essaient de lâcher le lest pour laisser faire. Mais lorsque le matériau de construction arrive au port de Douala, le gouvernement bloque. Le directeur du port dit qu'ils doivent payer la douane. Pourtant, les conventions qu'ils ont signées stipulaient qu'ils ne doivent pas payer le port, la douane. Donc, ils avaient une exonération fiscale. Le ministre des Finances fait une lettre. Le directeur prend la lettre, il jette dans la poubelle. Il tend la main à Mathurin Kamdem. Je veux ma part, sinon rien ne bouge. On va revoir Actis, qui finance le projet à 90%. Actis dit, mais nous, on ne connaît pas cette façon-là. Donc, finalement, les pressions diplomatiques sont remises en place et c'est comme ça que, finalement, Mathurin Kamdem est obligé avec Actis d'aller dédouaner à un prix surélevé un matériel qui est supposé ne pas être dédouané, qui est exonéré. Il commence, quand les constructions s'élèvent déjà, boum, c'est encore le gouvernement avec leur acteur, leur complice qui vient, qui bloque. Pour dire, maintenant, là, on a été saisi avec les magistrats. Les magistrats décident, à la veille de l'ouverture, hein, qu'ils doivent arrêter Mathurin Kamdem, qu'il a volé les terres, qu'il a dupé tel autre, qu'il a trompé son collaborateur. Et les magistrats, comme je me réserve, hein, je vais citer vos noms. Parce que ça, ce n'est que le début du dossier. Il lui demande 1,5 milliard pour laisser le dossier. Sinon, on l'arrête. Vous avez pu constater qu'à l'inauguration, entre-temps, on réactive la présidence, d'autant plus que le 17 novembre 2020, c'est là où il y a ouverture. Vous ne voyez aucun membre du gouvernement. Hein? Et il y a plutôt le directeur de CFAO et il y a Mathurin Kamdem, puis il y a le maire de Douala 3e. Il n'y avait aucun membre du gouvernement. Ce que vous avez vu cette semaine-là, vous avez déjà vu quel magasin, quel supermarché ou quel grand mall avoir 2 ouvertures avec la fausse médaille qui sont venus remettre là. Parce que Mathurin Kamdem avait décidé de faire l'ouverture. Et sachant que, comme on lui avait promis l'arrestation, qu'on vienne l'arrêter devant tout le monde, il ne pouvait non plus agir. Et quand les photos arrivent à Biya, surtout que les reportages lui reviennent que on est en train de se moquer du Cameroun dans le monde entier, que les gens tombent sur les installateurs. C'est là où il découvre qu'il y a même le grand mort. Hein. Paul Biya n'était même pas au courant. C'est là où il envoie Ngongo à Douala. Ngongo arrive donc à Douala nuitamment. Il va visiter le grand mall clandestinement. Et vient donc dire, il vient donc faire un rapport que c'est vraiment un supermarché qui est déjà opérationnel. C'est comme ça que Biya, avec le Premier ministre, le gouvernement reprogramme donc une ouverture, celle que vous avez vue cette semaine. Où finalement, c'est le Premier ministre qui s'en va décorer Mathurin Kamdem en disant que où il est chancelier, où il est officier,
On ne connaît même pas la médaille qu'il a reçue. Hein. Même Mathieu Kamdem lui-même ne connaissait plus la médaille que le gouvernement lui a donnée. Jusqu'à présent, on ne sait pas si cette médaille existe. Et on dit à titre exceptionnel. En ce temps, les affaires n'ont pas fini. Hein. Là où vous voyez le grand mall, là, c'est bloqué. C'est bloqué pourquoi? Parce que le directeur des ADC a commencé à donner les terrains en face pour que les gens construisent n'importe comment. Là où le grand mall devrait continuer avec le quartier moderne. Parce qu'en face, dans le projet, il y a 2 hôtels de 5 étoiles qui doivent être bâtis là, avec d'autres machines. Et d'ailleurs, même le grand mall n'est pas terminé dans la mesure où il doit avoir non seulement dans le complexe 5 salles de cinéma qui doivent être gérées par Rungis, qui est une société pétrolière, sans pour autant oublier un centre d'espace et des grands bureaux. Mais c'est bloqué en attendant que. Et au-delà de ça, à côté, ce qui devait avoir à soi à EBD. C'est-à-dire que une polyclinique hyper moderne, avec des hélicoptères, avec des consultations par télévidéo. La polyclinique devait être construite depuis. Le gouvernement camerounais a bloqué. Donc là où il est actuellement, c'est quelqu'un qui peut être arrêté à tout moment. Et comment est-ce qu'il a donc fait? En attendant qu'on puisse le laisser, il est parti négocier au Gabon. Donc en mai 2021, la polyclinique la plus moderne d'Afrique, qui devait être installée à Ebede City, puis à Douala, sera plutôt installée au Gabon. Vive Paul Biya, ayop, 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 les autochtones. Le gars de fuit, il va partir. Avec tous les projets qu'ils ont entrepris. Voilà donc quelqu'un, combien on vous le montre à la télé. On le célèbre comme un héros, mais vous ne savez pas qu'il est martyrisé. Et c'est avec ça que vous voulez que la diaspora vienne. Pendant qu'il a parlé, il disait que toi-même, tu n'as rien fait quoi pour le pays. Mais je vous dis, mais vous savez ce que j'ai voulu faire pour le pays? Et combien j'ai été bloqué? Même à côté, je vous dis, actuellement là, à côté du Grand Mall, il y a une dame qui est ingénieure, qui a obtenu un contrat avec Conforama. Ceux qui sont en Europe connaissent ce que c'est que Conforama. Donc pour le matériel de construction, les matériaux de construction et tout et tout. Donc c'est une méga, je dis c'est, elle l'a obtenu. Et ça devait être à quelques mètres du Grand Mall. Elle est arrivée à Douala, le même gouvernement, avec le même directeur général des ADC. On dit que 0. Elle est rentrée avec sa licence de Conforama. On lui a dit que tu donnes notre part. Elle sait que ça se passe comment? Elle dit, je vais expliquer ça comment à Conforama. Conforama ne connaît pas ça. Elle est rentrée avec son projet dans ses cartons. Elle cherche maintenant à aller s'installer, elle aussi, au Gabon ou au Rwanda. Voilà un pays. Un pays complètement corrompu. Un pays qui n'a jamais voulu accepter les investissements de la diaspora, qui te met les blocages partout. Vous vous rendez compte? Un directeur des ADC, au lieu de s'occuper des aéroports du Cameroun, ils sont les plus pourris. Le 15 décembre 2018, il y avait 15 compagnies internationales qui ont écrit à ces directeurs des ADC que les pistes du
Cameroun était aéronautique, était impraticable et que le Cameroun avait l'aéroport le plus sale d'Afrique. Dans cette correspondance, il y avait Air France, il y avait Turkish Airlines, il y avait la compagnie sud-africaine, il y avait même Rwandair, il y avait même Air Maroc, pour vous citer que ça. 15. Ils ont énuméré que les toilettes des aéroports du Cameroun sont pourries, que les peintures sont défléchies et sales. Et ils ont décrit qu'il n'y avait même pas de climatisation. Et ils ont fait une longue liste comme ça. 50 motifs. Au lieu que le directeur des aéroports s'occupe de ça, il va s'occuper des terres. Lui, il est petit, hein. Et ces terres sont maintenant. C'est même pas qu'il prend de l'argent pour mettre dans les caisses de l'État. Mais ses collaborateurs et lui mettent dans les poches. Comment on peut fonctionner avec un tel pays, avec de tels comportements, avec de tels dirigeants, avec de tels bandits? Vous vous rendez compte, comme je vous dis, le Cameroun devrait déjà avoir un aéroport international à Limbe, vers la route de Limbe. Le site était bien trouvé. On a fait des études, comme je vous dis, que tout le plan de Bedi City, peut-être je vais le publier un beau jour sur Facebook. Vous allez voir, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. 400 milliards, ils ont refusé. Famandongo, mais Bengo, et la clique des bandits et Kambiti qui prétendent parler en notre nom. Je suis Kambiti, mais je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec les bandits. Regardez donc ce qui se passe. Même quand vous voulez aller aider les pauvres, comme ils nous disent, venez aider aussi vos familles et tout et tout. Même quand vous dites que vous partez aider les pauvres, le régime Biya refuse. Le régime Biya s'oppose. Le régime Biya préfère que les gens meurent comme ça. Regardez l'affaire d'Omboaché. L'affaire d'Omboaché. Le 29 octobre 2019, lorsqu'il y a éboulement de terrain, eh bien, on va se rendre compte que il y a quand même 43 morts. Donc 16 filles, 11 garçons, 4 femmes enceintes. On va voir comment est-ce que le ministre attendait qui va courir. On va voir comment Oketa va arriver. Et puis, pour dire que le gouvernement va s'occuper de tout. Le premier ministre va arriver le 6 novembre 2019 pour dire que, oh, vraiment, on va faire ceci. Le gouvernement va prendre des engagements. Et après, on dit, oui, mais il a donné 200 millions pour les 170 familles Guégapi. 170 millions. Et qu'on va leur trouver des terrains pour s'installer. Tout le monde applaudit. Mais, par la suite, on ne voit rien. Le même Alain Foka quitte la France, va organiser un concert de bienfaisance. Mais surtout, il dit, je vais construire des logements gratuitement à ces familles. Et pour cela, il y avait 27 cases qui devaient être construites. On lui dit, va voir le gouverneur. Augustino Kuala Bacharawa. On lui dit, va voir le préfet. Chaïbou. Il court, il parle les voix. Alors que le chef de Bamou, donc à Bafoussam 3, avait déjà donné un terrain pour loger ces gens-là. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Lorsqu'Alain Foka se présente, il dit, bon voilà, moi, de mes propres poches, je vais construire 7 cases de 60 mètres carrés. Les autres qui vont m'accompagner, tels que les Siaka, tels que même le lion indomptable, Onana et tout ça, vont aussi mettre la main dans la pâte. Et il y avait aussi 2 ingénieurs qui étaient d'accord de venir construire ces maisons-là gratuitement. Et la maison était évaluée à 2 millions. Simple
avec les toilettes à l'extérieur, il y avait des plans. Il arrive, le gouverneur appelle le préfet. Il dit, bon, il faut d'abord que tu nous produises les plans. Il montre les plans. Après, ils disent que non, non, les plans là, ce n'est pas bon pour nous. Hein. Les maisons là sont trop petites. Vous connaissez même à Paris, pour avoir un 60 mètres carrés, gratuitement, par rapport à des gens qui n'avaient rien, qui étaient sans abri, et même qui habitaient les maisons de 40 mètres carrés. Entre-temps, le gouverneur, le préfet, avait déjà récupéré le terrain qui était déjà devenu leur propriété. Ils voulaient bien se partager. L'argent, comme disait que le gouvernement a débloqué, ils s'appellent chacun et donnent 100 000 francs. Et ils prennent 8 tonnes. Ils donnent à tout un chacun. Qu'est-ce que vous pouvez construire avec 100 000 et 8 tonnes? Quelle maison peut prendre 8 tonnes? Voilà donc comment est-ce que Alain Foucault va dire ce n'est pas possible. Il rentre. Il dit à ses partenaires que je suis bloqué à tel ou tel endroit parce que je ne parviens pas. Même à RFI, les gens avaient tellement eu mal au cœur par rapport à cette situation de Ngouaché que même les collaborateurs, les journalistes et même la direction avaient acheté des livres pour les enfants de Ngouaché. Mais le préfet, plus le gouverneur et Atanganji ont bloqué. Le préfet invite la presse et dit, c'est terrible, ça c'est une escroquerie internationale. Il accuse Alain Foucault d'escroquerie internationale. Il va même plus loin en disant que non, en réalité c'est que Alain Foucault voulait passer le marché à sa femme. Donc les gars se disent que derrière cette affaire-là, il y a des organismes internationaux dont il faut qu'on prenne notre part. Alain dit c'est de ma poche. Il n'y a rien derrière. Et au-delà de ça, la femme d'Alain Foucault, elle est nigérienne. Elle n'a rien à voir. Comment vous pouvez l'accuser? Pour quelqu'un qui vient, son mari vient dans la générosité. Vous offrez des cases à des familles. Le préfet et le gouverneur ont bloqué le projet. Je peux vous dire, si vous voulez allez là-bas, vérifier. Vous allez vous rendre compte que Alain Foucault a même fait construire, je crois, 9 cases. C'est dans les buissons. Le gouverneur et le préfet ont voté que ça ne doit pas continuer. Parce qu'il faut un plan de ceci et de cela. Ils disent que non, il a mis, le problème c'est qu'il a mis les toilettes à l'extérieur. Il fallait les toilettes à l'intérieur. Vous-même, vous le savez. Vous mettez les toilettes à l'intérieur. Il n'y a pas d'eau. Les asticots qui montent à gauche, à droite. Comment on peut vivre dans de telles conditions? Quelqu'un vient vous offrir, et même comme Alain Foucault disait que prenez d'abord, et après vous allez agrandir après. Ils ont refusé. Mais aujourd'hui, le même gouverneur se lève avec le préfet pour dire que là où sont logés actuellement, c'est déshérité. Ces gens qui ont subi les pertes, parce qu'il y a quand même des familles où vous voyez que 5 personnes sont mortes à la fois. D'autres ont perdu femmes, enfants et tout. On leur donne jusqu'au 31 décembre pour déserter. Et pour aller retrouver là où on leur a donné du terrain. Et on leur donne quoi? 5 sacs de ciment. Mais soyons sérieux. Est-ce que vous pouvez construire une maison avec 5 sacs de ciment? Bref, comme avec des tôles, on leur avait donné des tôles, ils savaient bien que les gars, ils n'ont même pas de quoi manger, ils vont manger avec, ils vont revendre ces tôles-là manger. Ils savaient pertinemment qu'avec ceci et cela. Mais je vous dis, 200 millions, là, ils ont donné à chacun 105 000. Comptez. Ceux qui sont détournés, le préfet et le gouverneur, tous avec Atanganji. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Alain Foucault a porté plainte. D'ailleurs, je crois que cette affaire va passer le 28 janvier.
ou le 23. Atanganja a tout fait pour que la plainte ne soit pas recevable, mais tellement l'affaire a fait du bruit que la justice a quand même accepté recevoir la plainte. Donc, pour une fois, on verra un préfet au tribunal à cause de cette affaire-là. Pendant ce temps, les familles pauvres sont en train d'errer. Ce pays-là, comme se m'a parlé, vous demandez aux gens de venir investir quoi? Vous ne voyez pas que vos dirigeants, c'est eux qui vous tuent. Ils font tout ce qui est mal. Comme je vous ai dit, le grand mall, vous devriez l'avoir depuis. Vous devriez avoir des loyers, des belles maisons à des prix dérisoires. Vous devriez avoir des belles routes bitumées. Mais ils ont refusé. Comme ils viennent de refuser la plus grande clinique d'Afrique, la plus grande polyclinique d'Afrique. Ils ont refusé l'aéroport international. Ils ont refusé qu'on aide les gens de Boitier. Vous voulez qu'ils vous disent quoi? Je suis fatigué. Mais c'est à vous de savoir aussi combattre. C'est à vous de savoir revendiquer vos droits et votre liberté. C'est pour cela que d'ailleurs, comme je l'ai dit, nous encourageons tous ceux qui continuent à rêver d'un Cameroun meilleur. Oui, la doyenne des Amazones rêvait d'un Cameroun meilleur, elle ne le verra pas. Parce qu'elle est morte dans le combat où il y a eu beaucoup de complicité. Mais néanmoins,